Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Anonymal TV. Le premier tour des élections législatives a eu lieu ce dimanche, le second tour a lieu dans seulement quelques jours et aujourd'hui sur Anonymal, on vous propose un débat d'entre-deux tours entre les deux candidats finalistes de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône. Alors ce débat est un peu particulier pour nous puisque nous avons déjà reçu ces deux candidats au cours de l'élection présidentielle. Ils représentaient leurs candidats respectifs, Emmanuel Macron pour M. Mohamed Lakila et Marine Le Pen pour M. Hervé Fabre-Aubrespy. Alors, nous allons les présenter déjà rapidement. Monsieur Mohamed Lakila, bonjour. Vous êtes membre du parti MoDem, le Mouvement démocrate, mais vous êtes candidat aujourd'hui sur la 11e circonscription pour la coalition Ensemble, majorité présidentielle. C'est bien ça. Vous êtes également le député sortant de cette circonscription et au premier tour, vous êtes arrivé en tête du scrutin avec 25,43% des voix. C'est précis. Monsieur Hervé Fabre-Aubrespy, vous êtes candidat en face de Monsieur Lakila aujourd'hui, vous êtes à ma gauche. Bonjour Monsieur Hervé Fabre-Aubrespy. Bonjour. Vous êtes membre du parti Avenir Français et aujourd'hui vous êtes candidat sur la 11e circonscription sous l'étiquette du Rassemblement National. Durant l'élection présidentielle, vous avez notamment été porte-parole de campagne de Marine Le Pen. Tout à fait. Et vous êtes qualifié ce dimanche en réalisant un score de 23,23%. Alors, je le précise, ce que je n'avais pas fait lors du premier débat, mais vous êtes tous les deux habitants de la commune de Calas-Cabriès, si je ne me trompe pas, une commune dont M. Fabre-Aubrespy a été maire de 2001 à 2008, puis de 2014 à 2020. Alors, au niveau national, on a eu le droit à un débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, un remake cette année lors de l'élection présidentielle. Et bien, chez Anonymal aussi, nous avons le droit à un remake 2 mois plus tard, entre donc M. Lakila et M. Fabre-Aubrespy. Alors nous vous invitons à aller voir le premier débat que nous avons réalisé. Nous avions traité des thématiques importantes, le pouvoir d'achat, les services publics et l'environnement. Aujourd'hui évidemment, puisque nous retrouvons les mêmes candidats, nous avons décidé de traiter d'autres sujets. Il y en a deux qui seront des sujets très importants, à nos yeux en tout cas. Il y a d'abord l'éducation qui sera le premier thème et le deuxième thème, ce sera la citoyenneté et la démocratie. Évidemment, nous reviendrons sur ce thème très important, notamment du fait d'une abstention très importante de ce dimanche. Alors, en plus de ces deux thèmes qui occuperont la majorité de ce débat, vous aurez chacun 2 minutes d'introduction pour répondre à une question et qui permettra d'introduire votre propos. Vous pourrez aussi conclure avec 3 minutes de carte blanche où vous aurez chacun la possibilité de vous exprimer sur le thème de votre choix. Alors, pendant ces deux périodes de 2 minutes d'introduction, de 3 minutes de conclusion, vous ne pourrez pas vous interrompre. Ce sera possible durant le reste du débat, puisque c'est un débat, mais bien sûr, nous vous demanderons de faire en sorte de garder ce débat intelligible, aussi bien pour les spectateurs que instructif et intéressant pour vous en tant que candidat. Notre chronométreur, d'ailleurs ici présent, n'hésitera pas, s'il doit mettre en marche vos 2 chronomètres en même temps, il le fera, et vous perdrez tous les deux du temps de parole. Très bien, nous allons donc pouvoir entrer dans le vif du sujet avec une première question pour Mohamed Lakila, puisque vous êtes le député sortant, vous aurez la parole en premier. C'est Monsieur Hervé Fabre-Aubrespy qui conclura donc ce débat. Alors Mohamed Lakila, vous avez été nommé en tête de ce premier tour grâce à vos suffrages. Élu. J'ai été élu. Oui, vous avez été élu en 2017. Ce que je veux dire, c'est qu'au premier tour, ce dimanche, vous êtes arrivé en tête avec 10 500 voix, c'est quand même 4 000 de moins qu'il y a 5 ans. Ça représente 10 points de moins par rapport à votre premier tour en 2017. Alors comment allez-vous faire dans ce deuxième tour pour convaincre ces électeurs qui vous ont délaissé ce dimanche? Les électeurs m'ont pas délaissé ce dimanche. Les 10 points, en fait, par rapport à 2017, sont allés sur un candidat que j'appelais, un petit peu sur les plateaux, le candidat dissident. Hervé Liberman, qui m'apporte aujourd'hui son soutien. Il faut savoir que Liberman, qui était soutenu par le président de région Renaud Muselier, nous siégeons aujourd'hui avec Renaud Muselier. Donc nous sommes dans la même majorité. Donc c'est vrai qu'il y a eu une déperdition sur le centre, mais qu'on va retrouver, je l'espère bien, dès dimanche prochain. Voilà pour expliquer un petit peu les scores. Je constate également que sur cette circonscription, on a à peu près les mêmes scores qu'au niveau national. À l'élection de la présidentielle, que ce soit en 2017, que ce soit aujourd'hui, en tout cas pour cette élection-là, c'est à peu près les mêmes rapports de force. Je ne suis pas très surpris de voir finalement le Front National arriver deuxième à cette élection. Et c'était pas très loin en 2017. Et on avait
candidat sortant, qui était Christian Kert, qui était le député sortant. Et donc, aujourd'hui, les choses, je dirais, redeviennent un petit peu, en tout cas, sont l'expression de cette circonscription, qui est assez particulière, puisque les peines Mirabeau et Septem placent effectivement le RN en tête, contrairement aux autres, Aix-en-Provence, où je suis devant, Cabriès, l'ancienne ville, effectivement, de mon concurrent, où il était maire, où je suis également devant, et à Aiguille, où on fait des scores plus qu'honorables. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis face, effectivement, à un candidat du Rassemblement national ou du Front national, parce que moi, c'est comme ça que je continue d'appeler. Je suis le candidat d'une majorité présidentielle. Aujourd'hui, je le rappelle quand même, Emmanuel Macron a gagné cette élection. Aujourd'hui, il est le président de tous. Et il lui faut cette majorité pour une Europe, pour des valeurs de la République que nous portons tous, pour le plein emploi, etc. On viendra ensuite sur les sujets que vous souhaitez traiter. Et on veut envoyer un député. Il faut que cette circonscription ait un député qui travaille, d'abord, qui travaille. Parce que si vous regardez sur l'ensemble des députés, et je vous renvoie au site mondéputé.com ou .org, je ne sais plus. En tout cas, vous verrez le classement du député que je suis. J'étais dans les 30, 40 premiers. Quand Marine Le Pen est dans les 150 derniers députés à travailler. On la voit rarement, si ce n'est pour venir voter contre. Moi, je l'ai vue à la commission finances. Elle est venue pendant 1 an. Pas une seule fois. Elle a posé une question. Pas une seule fois. Elle a porté un amendement. Donc, je considère qu'elle est encore en apprentissage. Peut-être qu'au bout de 3, 4, 5 répétitions, elle arrivera peut-être à être à la hauteur. En tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous remercie pour cette introduction, Mohamed Lakila. Je me tourne maintenant vers Hervé Fabre-Brespi. Monsieur Lakila vient de l'évoquer. Hervé Lieberman a appelé à faire barrage au Rassemblement national et donc à voter pour Monsieur Lakila. Effectivement, Stéphane Salor, qui lui était candidat pour la NUP, a aussi appelé à ne donner aucune voix au Rassemblement national et donc à vous. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre aux électeurs de ces deux candidats qui représentent tout de même 35% des suffrages exprimés de ce dimanche? Et qu'est-ce que vous répondez à cette marginalisation du Rassemblement national de l'échiquier politique? Je réponds très simplement qu'on ne peut pas trahir ses électeurs et qu'on ne peut pas leur donner des ordres. Il ne faut pas mentir non plus. Il y a eu 8000 voix d'exprimés de plus qu'il y a 5 ans. Monsieur Lakila a perdu 10 points, 10%. J'ai gagné plus de 2000 voix par rapport aux candidats qui étaient en 2017, 5% des suffrages. Je ne suis pas Marine Le Pen, je suis Hervé Fabre-Brespi, avec le passé qui a été le mien, que je conserve. J'ai toujours été gaulliste, j'ai toujours été membre des formations gaullistes qui ont aussi trahi leurs électeurs. Il est faux de dire qu'Hervé Lieberman était un candidat dissident. Hervé Lieberman, il était investi par l'UDI et soutenu par LR, c'est-à-dire deux formations qui sont dans l'opposition au président de la République. Moi, je suis fidèle aux idées qui sont les miennes, je ne les ai pas trahies, je les ai toujours défendues. Je serai un député assidu, comme je l'ai toujours été dans les mandats que j'ai exercés. Au Parlement européen, j'étais l'un des Français les plus actifs. Les fédéralistes qui proclamaient l'Europe, l'Europe, l'Europe n'étaient jamais là. J'étais présent. Et surtout, M. Lakila a fait état de sa présence à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas uniquement ça, le député qui est élu dans le cadre du scrutin majoritaire actuel. C'est un député qui est proche des électeurs, qui est présent dans les communes de la circonscription. Ce n'était pas le cas de Mohamed Lakila, qui n'était pas là. Les gens, quand on en parle, ils ne le connaissent pas. Ils ne savent d'ailleurs même pas son nom. Et donc, j'ai l'ambition de rassembler toutes celles et tous ceux qui ne sont pas satisfaits du président de la République, qui, bien qu'ils aient parfois voté pour eux au deuxième tour, ne souhaitaient pas sa réélection, les sondages l'ont montré, et d'aller bien au-delà de l'électorat qui s'est porté sur Marine Le Pen. Je dis aussi très clairement que je ne comprends pas comment on a pu voter pour le candidat qui était censé représenter Jean-Luc Mélenchon, Stéphane Salor, et puis maintenant dire qu'on va voter pour Emmanuel Macron. C'est un non-sens. C'est voter contre ses convictions, contre ses idées, contre ce que l'on a soutenu.
Donc je pars très confiant pour le scrutin de dimanche et je promets à tous les habitants de cette circonscription d'être proche d'eux, comme je l'ai été effectivement à Cabriès pendant 13 ans, et d'être un député à leur service. Très bien, je vous remercie Monsieur Fabre-Brispi, je vous remercie tous les deux pour cette introduction et nous allons pouvoir commencer tout de suite avec notre premier thème qui est donc l'éducation. C'est un thème que nous avions légèrement évoqué lors du premier débat mais que nous aimerions approfondir car c'est un sujet qui est central pour nous. Il y a de nombreuses problématiques qui y sont liées, mais on va d'abord commencer avec le député sortant, Monsieur Mohamed Lakila, en évoquant cette actualité qui est locale. Emmanuel Macron a lancé à Marseille en septembre 2021 les écoles du futur. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter ces écoles du futur et répondre à ces critiques, ces interrogations de nombreuses personnes qui estiment qu'il s'agit là d'une libéralisation de l'école, ce qui serait, selon eux, une mauvaise chose? D'abord, dire que l'éducation, c'est l'affaire de tous et de chacun d'entre nous. Vous parlez d'éducation. Après, on reviendra sur l'instruction. Elle s'appelle nationale. La différence. Sur l'éducation, effectivement, aujourd'hui, il faut voir d'abord ce qui a été fait. Sur ce mandat-là, c'est l'instruction obligatoire dès 3 ans, contre 6 auparavant. C'est l'obligation de formation jusqu'à 18 ans, alors que ça n'était que jusqu'à 16 ans. Ensuite, c'est 100%. 100% des classes CP, CE1 et un REP et un REP+. Et nous sommes dans un quartier dit priorité de la ville. Et ces classes-là, elles ont été dédoublées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est des classes qui reçoivent 12 élèves et pas plus. Ça, c'est une réalité. C'est aussi 50% dans les cantines aujourd'hui qui sont servies en bio. Ça, c'est un bilan, donc, qui est synonyme de qualité, bien évidemment. Tout ça, on va le poursuivre. Il faut y aller au-delà et limiter, bien évidemment, les classes chargées. Et on en a, pas plus tard, la semaine dernière, j'étais encore avec les instituteurs à la Trébiane, à Calas-Cabriès, où on a encore des problèmes d'élèves trop nombreux dans certaines classes. Et il va falloir encore aller dans le bon sens pour réduire ce nombre. Qu'on soit au maximum entre 20 et 24 élèves, et nous sommes sur la bonne voie. Non, les enseignants, effectivement, souffrent d'un manque de reconnaissance de l'école. Et aussi de salaire trop bas. Ils souffrent également, quand je parle de manque de reconnaissance, le salaire va avec. Alors, il faut savoir quand même que ce qui est expérimenté aujourd'hui sur Marseille, ça existe déjà dans les collèges et les lycées. Ce n'est pas de l'innovation. Pourtant, on ne parle pas de privé. Même si le privé, j'ai absolument rien contre le privé, ce contrat, aujourd'hui fonctionne de façon correcte. Donc cette expérimentation, comme toute expérimentation, va être suivie et on fera une évaluation, bien évidemment, au bout de l'expérimentation. Alors, Monsieur Fabre-Brispi, qu'est-ce que vous avez à répondre du bilan d'Emmanuel Macron sur la question de l'éducation, notamment sur effectivement... Pardon, je rajoute juste par rapport toujours à ce bilan, la cantine à 1 €, c'est dans 3900 communes pour les faibles revenus. Je ne pense pas que ça soit dans le programme de M. Oui, qui paye 400 000 élèves, oui, mais c'est les faibles revenus. Qui paye? Donc on a une solidarité nationale. C'est 400 000 élèves handicapés qui sont accueillis à l'école en 2021, 20% de plus qu'en 2017. C'est le dispositif devoir fait dans les collèges. Ça, c'est une réalité. C'est le nombre d'apprentis qui a fait plus que doubler. Nous sommes à plus de 700 000 aujourd'hui en 2021. C'est un record et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour nos enfants qui vont s'insérer dans le marché du travail plus tard. Alors, on va peut-être donner la parole à M. Fabre-Brispi, qui a pris un petit peu de retard. Du coup, vous avez présenté beaucoup de mesures et Ça, c'est la réalité. On va donner la parole à M. Fabre-Brispi, s'il vous plaît. Vous avez évoqué beaucoup de choses. Vous avez l'exemple avec le député sortant que j'ai en face de moi du mépris qu'a Emmanuel Macron pour l'ensemble des Français. Aucun mépris pour les Français. On va rester sur la question de l'éducation. On ne laisse pas parler. Je ne peux pas vous laisser s'il vous plaît, vous perdez du temps de parole tous les deux. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous arrêter. Monsieur Lakila, en l'occurrence, puisque M. Fabre-Brispi a quand même beaucoup de retard. Et on va revenir sur la question de l'éducation. S'il vous plaît, effectivement, on a entendu
entendu beaucoup de mesures de la part de Monsieur L'Aquila qui ont été mises en place durant le premier quinquennat. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? Qu'est-ce que vous voudriez changer? On a parlé notamment du nombre d'élèves dans les classes. Il me semble que Marine Le Pen propose de réduire dans le secondaire, dans le primaire, le nombre d'élèves par classe à 20 personnes maximum. Y compris dans les quartiers prioritaires de la ville. Voilà, encore une fois, c'est-à-dire qu'il ne vous laisse pas parler et il ne me laissera pas parler. C'est un débat. Allez-y. On a dit que c'était un débat. C'est un débat, effectivement, mais pour débattre, il faut que c'est un débat, effectivement, mais qui a pour but de terminer avec un temps de parole égal entre les deux candidats, s'il vous plaît. Monsieur Fabre-Aubrespy, que pensez-vous du coup de ces mesures? Qu'est-ce que vous auriez fait peut-être différemment? Et quelles sont, vos priorités pour ce quinquennat? On a parlé notamment des professeurs, vous avez évoqué les salaires tout à l'heure. Oui. Effectivement, on a une grosse problématique au niveau de l'attractivité du métier d'enseignant aujourd'hui. La politique de l'éducation du quinquennat qui s'est achevée le mois dernier est un échec. 100 000 élèves qui sont sans qualification à la sortie de l'enseignement. C'est ça la réalité, notamment. Et c'est aussi cette obsession qu'il y a depuis 1977 de faire le collège unique et de faire le même enseignement pour tout le monde. On consacre beaucoup de moyens, du coup, à l'école maternelle et puis moins à l'école élémentaire. Et quand on regarde la comparaison avec les autres pays de même niveau économique, ceux de l'Organisation de coopération et de développement économique, par exemple, l'OCDE, on s'aperçoit que nos élèves sont beaucoup moins mal formés. Je me suis beaucoup occupé des Ukrainiens qu'on reçoit actuellement dans notre secteur et je peux vous assurer que les élèves à âge égal en savent beaucoup plus que les nôtres. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a effectivement trop de monde dans les classes. Mais il ne faut pas simplement le faire dans les quartiers prioritaires, il faut le faire partout. Il faut faire effectivement un maximum de 20 élèves par classe. J'y suis d'autant plus sensible que je suis l'heureux père d'un enfant de 3 ans et bientôt 4 mois. Comme il est de janvier, il rentrera à l'école au mois de septembre. Et je regarde ces questions avec beaucoup d'attention. Même chose dans l'enseignement secondaire, l'enseignement élémentaire, où il faudra moins d'élèves par classe. Mais pour ça, il faut avoir les enseignants. Donc, il faut pouvoir leur permettre d'avoir une vie réellement attractive sur le plan des salaires qui correspond. Vous imaginez ce que c'est que la responsabilité d'un maître ou d'une maîtresse dans l'enseignement maternel, dans une classe maternelle. Donc, il faut faire effectivement beaucoup de choses pour révaloriser le travail des enseignants. Et surtout, il faut accentuer la focalisation de l'enseignement sur 3 matières, le français, les mathématiques et l'histoire. Alors, si je peux me permettre, pour le coup, sur cette question, vous vous rejoignez sur le français et les mathématiques en primaire, vous ajoutez l'histoire, oui, et dans votre programme, vous ajoutez aussi plus d'heures de cours sur la semaine en primaire. Oui. Je ne sais pas si c'est votre cas, Monsieur L'Aquila, il ne me semble pas avoir vu ça dans le programme, en tout cas. Est-ce que le nombre d'heures de cours en primaire restera le même? Le nombre d'heures de cours, et notamment en mathématiques, vous avez vu qu'on est revenu là-dessus. Moi, j'irai un peu plus loin parce qu'un député, c'est pas simplement le programme, bien évidemment, qui porte, celui du président de la République, mais c'est aussi quelques idées qu'il doit développer et qu'il doit porter, y compris sur son territoire. Depuis 3 ans, je vais dans les écoles primaires, je vais dans les collèges, je vais dans les lycées et je fais la promotion de la laïcité à la française avec le livre géant de la laïcité. Avec quel résultat ? Et à quoi ça sert par rapport au reste? Si ça ne sert à rien, effectivement... Suggérer un débat, je vais avoir un débat avec vous là-dessus. Moi, j'estime que sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge, les collégiens, les lycéens, c'est ce que vous faites d'ailleurs sur ce plateau aujourd'hui. Quand vous sensibilisez aussi à l'éducation civique, à la découverte de ce qui est un député, parce que beaucoup de nos concitoyens ne savent pas effectivement ce que fait un député, à quoi il sert, et pourquoi il passe autant de temps à Paris plutôt que dans les circonscriptions, comme le souhaite M. Aubespy. D'ailleurs, les députés qui passaient que leur temps dans les circonscriptions, on en a vu un sur la 15e, il n'était jamais à l'Assemblée nationale. Or, le travail d'un député avant tout, ça se passe en commission de l'Assemblée nationale, et dans l'hémicycle. Pas forcément dans les bars et dans les jeux. Dans notre seconde Donc je reviens d'abord sur... Moi, j'ai lu le programme de Marine Le Pen en matière d'éducation. C'est une maison de redressement, en fait, qu'elle nous propose. Mais enfin, c'est une caricature. Une maison de retraitement, puisque n'a jamais fait. Rapidement, les critiques que vous avez... Non, mais attendez, je travaille. Et donc, je regarde aussi ce que propose... je vous ai dit tout à l'heure... Allez-y, peut-être rapidement les critiques, et comme ça, on aura la réponse. Et surtout, ce qu'on propose. Ils veulent plafonner, ils l'ont dit tout à l'heure, effectivement, les grandes sections, etc. Mais
les classes de 12 en REP, c'est non. Alors que c'est là, Parce que on a besoin, pour Alors, les plus la défavorisés, réponse de Monsieur de Faron les explique aider qu'il y a plus de et de 3 les minutes aider. de retard, Il veut- si vous me le permettez. Alors, moi, la dernière fois, je l'avais entendu également sur la suppression de l'enseignement des langues de culture étrangère. Alors effectivement, ça fait partie du Il a- programme. il On en a va eu donner parlé. la Parce parole, que- s'il vous plaît, Non, mais à attendez, Monsieur attendez, Faron. juste pour ça, La priorité. des c'est- députés, pardon, excusez-moi, des Monsieur- candidats qui ne travaillent pas, il n'a pas vu que cette mesure Comment Je est ne travaille entrée, pas. est entrée Je travaille Monsieur depuis Lacula, la rentrée s'il vous plaît, 2021. je vais vous demander. Non, mais vous deux- je termine mes propos, C'est- pardon. Alors, C'est le refus. vous avez sur beaucoup ce d'avance. sujet-là, Alors, terminez sur rapidement, ce s'il vous plaît. sujet-là, c'est déjà le cas depuis janvier 2021. Donc ça, il C'est faut inexact. juste qu'ils révisent un petit peu les Et programmes on a et qu'ils nommé regardent un ce qui est ministre fait. de l'Éducation Alors- nationale qui privilégie un certain nombre de notions, qui participe à des réunions où il n'y a, par exemple, pas de blanc, et qui est donc un indigéniste et qui n'est pas le modèle qu'il faut donner à nos élèves. Et moi, je considère que la priorité, c'est pas la laïcité. La priorité, c'est pas la théorie du genre. C'est pas apprendre aux élèves qu'on peut naître garçon et se transformer en fille. Ça, c'est pas la priorité. La priorité, c'est d'apprendre le français, d'apprendre les mathématiques, d'apprendre l'histoire pour tous les élèves. Donc, je suis absolument favorable à ce que les parlementaires, pour le coup, les députés et les sénateurs, se prononcent sur les grandes lignes des programmes scolaires. L'école, c'est aussi celle de la République, la même pour tous, avec les mêmes matières qui sont enseignées, et pas un enseignement à la carte. Donc effectivement, vous différenciez des écoles du futur d'Emmanuel Macron, où là, effectivement, l'idée, si on a bien compris, c'est plutôt de donner plus de liberté aux écoles, à chacune des écoles. C'est une expérimentation qui est menée, vous l'avez rappelé, dans les écoles à Marseille. Je pense qu'une expérimentation, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. C'est comment on ne peut pas enseigner de la même manière, me semble-t-il, dans telle ou telle, en tout cas dans telle ou telle ville, dans tel ou tel quartier, etc. Donc, on donne un peu plus de responsabilité aux chefs d'établissement, pas sur le programme est national, mais par contre, pourquoi pas sur le recrutement, pourquoi pas sur la discussion, donc tout ça, c'est une expérimentation. Moi, je pense que comme toute expérimentation, il faut attendre la fin, l'évaluation qui en est faite avant d'en tirer les conclusions. Alors, il peut y avoir une expérimentation sur certaines choses, comme le recrutement, mais l'essentiel, c'est les matières enseignées. Ces matières enseignées, essentielles, doivent être enseignées dans toutes les écoles de la République. alors, on a bien compris cette Et on question-là. doit national. sanctionner l'absentéisme des élèves en sanctionnant leurs parents. Ça, c'est aussi important. Alors, comment on vous doit faites demander Excusez-moi, Monsieur à la Lacula, femme j'aimerais isolée revenir qui a sur des une enfants et qui n'a question. pas d'autre Monsieur choix? Lacula, s'il vous plaît, Monsieur Dites-le, Favreau, oui. s'il vous plaît. Si s'il vous plaît. vous vous vantez de l'école obligatoire, et si on dit que l'école doit être obligatoire à la fois en maternelle et en élémentaire, il faut évidemment veiller à ce que cette obligation soit respectée. Il faut aussi que l'autorité des enseignants soit respectée. Donc sanctionner ceux qui ne la respectent pas. D'accord, on va revenir sur la question de la gratification, de la reconnaissance du travail d'enseignant. Vous avez parlé tout à l'heure de l'augmentation des salaires qui était nécessaire. On a un rapport sénatorial qui a été publié jeudi dernier et qui nous explique que la gratification salariale n'est pas suffisante et qu'il s'agit de revoir dans l'ensemble le travail de l'enseignant. Alors, qu'est-ce que vous proposez au-delà de ça? Vous avez commencé à évoquer des mesures qui semblent être la restauration de l'autorité, de manière générale, si j'ai bien Oui, compris. bien entendu, il faut que l'enseignant, le maître, la maîtresse, soit respecté par les élèves. Vous savez, j'ai beaucoup regardé ce qui se passe dans d'autres pays, et notamment dans des pays africains. Vous avez une répartition des tâches entre les élèves à l'école. Vous avez un respect de l'autorité. Quand quelqu'un arrive dans l'école, pour la visite, un inspecteur ou un élu, par exemple, les élèves se lèvent. Et bien ça n'est pas partout. Et donc, ce que je pense pour l'école de la République, c'est un apprentissage, par exemple, l'uniforme. L'uniforme, on crie toujours qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ces perspectives. Mais l'uniforme, la vérité, c'est un symbole d'égalité. Il n'y a plus d'envie des vêtements que porte un autre élève.
de la part d'un élève. C'est celui qui uniformise et qui permet d'avoir des élèves qui se sentent bien. Donc je crois qu'il y a beaucoup à faire sur surtout le niveau de l'enseignement. Alors vous parlez des moyens financiers, naturellement. On dépense beaucoup plus que d'autres pays, on a beaucoup moins de résultats. Il y a quand même un problème. Tout ceci parce qu'on pousse beaucoup trop loin dans le collège unique à des études qui ne serviront pas. On doit donc orienter, un peu comme le fait la Suisse par exemple, dès la fin de l'école primaire pour avoir ensuite une formation qui peut conduire à une carrière professionnelle, qui n'est pas une carrière, un métier qui n'est pas dévalorisant, pour valoriser aussi l'apprentissage. Il y a des diplômes professionnels dans les domaines de la santé ou dans le domaine sanitaire, dans tout ce qui est les métiers liés à l'éducation aussi. Je veux parler des centres aérés, des choses comme ça, qui n'ont pas besoin d'exiger un baccalauréat. L'objectif du baccalauréat à 100% de réussite, c'est un non-sens. Il faut arrêter ça. On y consacre beaucoup trop de moyens pour peu de résultats. Il faut réorienter les moyens sur l'école maternelle et l'école élémentaire. On va revenir sur la question de la formation, de l'orientation professionnelle, si on a un tout petit peu de temps. Juste, j'aimerais revenir quand même sur la rémunération quand même des instituteurs. Alors, si vous voulez, j'ai aussi une autre question pour vous qui concerne quand même le programme de Marine Le Pen qui est centré autour du retour d'une autorité. Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions? Est-ce que vous pensez qu'il y a une problématique avec l'autorité à l'école aujourd'hui ou pas du tout, au contraire? Un mot d'abord sur la rémunération des instituteurs. Aujourd'hui, effectivement, c'est insuffisant, même s'ils ont été augmentés sur le quinquennat. Aujourd'hui, pas un instituteur doit gagner moins de 2 000 € net par mois. C'est dans le programme d'Emmanuel Macron, qui a été validé par les Français, je le rappelle très bien. Oui, sauf qu'il était 5 ans au pouvoir. Les Français ont validé non seulement son bilan, mais il n'a fait que des promesses. Ils ont sanctionné Marine Le Pen. Il continue à en faire entre les deux tours. Et l'ont reconduit. Donc ça veut dire qu'ils ont confiance. Ils n'ont certainement pas confiance dans votre... N'oubliez pas que 13 millions de voix se sont portés. Alors, on va rester sur la question de l'éducation, si vous le voulez bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils veulent en fait une éducation ou une école vécue comme une prison. Pas du tout. Ben oui. Pas du tout. Tout le monde avec un uniforme, mais c'est obligatoire. Au contraire. Donc le gamin qui n'arrive pas avec un uniforme, qui va-t-on sanctionner? Et ils prévoient dans leur programme de sanctionner les enseignants. Ah. Pas du tout. Il faut quand même... moi, je l'ai lu, votre programme. Ils veulent généraliser la vidéo de protection, parlait-il. Oui. Et là, on regardera les images, on ne fera pas comme au Stade de France. Aucune vision sur les vrais enjeux pour l'éducation, que ce soit le numérique, l'enseignement supérieur. Il n'y a rien dans leur programme. Alors, critiquer, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs pendant 5 ans. Hein. Vous dites ça parce que vous êtes incapable de Ils ont voté contre tous les budgets, et les budgets de l'éducation en priorité. Ils ont... S'il vous plaît, on va laisser terminer. Vous n'étiez pas élu, vous n'étiez pas député. S'il vous plaît, on redescend d'un ton. S'il vous plaît, on va juste laisser terminer. Sanctionner l'absence d'activité. Monsieur Favoreffi, s'il vous plaît, on va laisser terminer Monsieur Lakila rapidement, parce que vous avez un petit peu d'avance quand même, donc essayez de conclure rapidement votre propos. Si vous avez terminé. On veut une école qui protège, une école où les enfants se sentent bien, qu'ils ne soient pas sanctionnés pour un oui, pour un non. Il y a une discipline, il y a des règlements dans toutes les écoles. Bien évidemment, elles doivent être respectées. On veut accompagner ces enfants vers des métiers d'avenir, vers des métiers dont la nation a besoin. Et c'est tout le projet que nous portons et que nous porterons pendant ce quinquennat. Très bien. La parole est donc à Monsieur Fabre-Brespi, qui a toujours un petit peu de retard, même si ça s'est réduit depuis tout à l'heure. Peut-être revenir sur cette question de l'autorité. Vous défendez effectivement la vidéosurveillance dans les écoles. Alors pourquoi cette proposition et qu'est-ce que vous pensez des réflexions de Monsieur Lakila qui s'oppose à ce genre de... On crie tout de suite quand il y a des questions de vidéoprotection, en l'occurrence, donc des caméras, alors qu'il s'agit de protéger nos enfants. Il s'agit d'éviter qu'il y ait de la drogue. Parce que c'est ça la réalité dans certains quartiers, y compris dans notre circonscription, qu'il y ait la drogue qui circule à l'école. Il s'agit aussi d'empêcher le racket, parce que ça existe. Ça, moi, je parle de questions très concrètes, très locales. Je ne parle pas de théorie au niveau national. Donc, il faut que les écoles soient respectées, que les maîtres soient respectés. Et pour ça, il faut effectivement que leur autorité soit réelle. Je crois qu'il y a des efforts à faire.
Je ne doute pas que la jeunesse de notre pays peut le faire. Vous savez, c'était toute la tradition de l'école républicaine française. Je suis un pur produit de l'école de la République. Jamais je n'aurais fait les études que j'ai faites s'il n'y avait pas eu cette égalité républicaine, s'il y avait eu ce respect des maîtres. Moi, j'en ai eu qui étaient très bons en mathématiques. J'ai du coup fait des études assez poussées en mathématiques et physique. Et je ne suis pas un exemple isolé. Je veux dire qu'il faut revenir à un apprentissage qui s'adresse au plus grand nombre, qui permet d'avoir des connaissances élémentaires qui soient vérifiées et qui ensuite orientent vers la vie professionnelle et un métier. Alors, une dernière question rapidement sur la question de l'éducation. Pardon, toujours sur l'école. Allez-y. Je vous ai dit ce qu'on faisait pour revaloriser le salaire des enseignants. Ce que nous propose le Front National, il n'y a pas de Front National. Il n'y a pas de Front National. Vous mentez. De 3% contre une augmentation de 3 heures de temps de travail. Monsieur Fabre-Brespi, je précise qu'il s'agit effectivement du Rassemblement national, mais la parole reste à Monsieur Lakila, s'il vous plaît. C'est travailler plus pour gagner moins. Monsieur Fabre-Brespi, on va laisser la parole. Travailler plus pour gagner moins, c'est ce qu'ils proposent dans leur programme. Augmentation des salaires de 3%, avec une augmentation de travail de 3 heures de plus. C'est travailler plus pour gagner moins. Attendez, autre chose, 3%, ça suffira pas. Il propose de créer un chèque de formation qui est de 5 500 € pour les 16-18 et 8 000 €, bien évidemment, pour les plus de 18 ans. Et réparti entre entreprises et apprentis. Ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que nous, c'est déjà fait. Et l'aide qui est faite aujourd'hui aux entreprises, elle est moitié moins que ce que nous avons fait avec les 5 000 et 8 000 € respectivement pour chacune des formations. Je vous remercie, Monsieur Lakila. On va donner la parole à Monsieur Fabre-Brespi pour conclure sur ce thème de l'éducation, notamment peut-être une réponse à ce que Monsieur Lakila explique sur les chèques formation. C'est que les discours des représentants d'Emmanuel Macron, c'est la caricature, c'est l'ostracisme, alors que les électeurs habitants de la circonscription, ils me connaissent. Pour ceux qui ont eu l'occasion, j'étais vice-président de la communauté du Pays d'Aix à l'époque, qui comprend la plupart des communes de la circonscription, et donc ils m'ont vu à l'œuvre. Et ce n'est pas comme ça qu'on doit faire vivre le débat démocratique. Le débat démocratique, il est celui du respect des personnes qui participent. Il est aussi celui où on discute des propositions sans les caricaturer et sans mentir. J'ai dit mensonge quand on parle du Front National qui n'existe plus. Effectivement, il s'agit du Rassemblement National aujourd'hui pour préciser, mais peut-être qu'on peut revenir sur l'éducation. Il vous reste une minute pour évoquer cette question. Sur l'éducation, j'ai exposé mon point de vue, j'y crois profondément, parce que quand on voit par exemple l'accès aux grandes écoles, on s'aperçoit que tout ce qui a été fait pour favoriser l'accès des femmes, par exemple, n'est pas satisfaisant. Donc, il y a énormément de mesures à prendre dans la formation et que les sommes qui ont été consacrées, les sommes qui sont consacrées aussi aux quartiers difficiles ne le sont pas à bon escient. Moi, je propose une action dans l'ensemble des territoires de la République, grâce à des économies que nous faisons par ailleurs, mais je n'insiste pas parce que c'est pas le sujet, et ainsi d'avoir le même niveau qualitatif à la sortie des écoles que nous le constatons dans les autres pays avec des moyens analogues. Actuellement, on dépense plus et on a de moins bons résultats. Je vous remercie. Écoutez, nous sommes à peu près au même temps de parole pour tous les deux. C'est parfait. Nous allons pouvoir passer à notre deuxième partie, notre deuxième thème. Il s'agit de la citoyenneté et de la question de la démocratie, qui est effectivement une question qui est centrale. 52% d'abstention au premier tour des élections législatives ce dimanche. C'est le plus gros taux jamais atteint et c'est un score qui est énorme pour l'abstention, pour une élection qui quand même décide de la politique du pays pour les 5 prochaines années. C'est une problématique qui touche tous les partis, qui semble faire de tous les responsables politiques des responsables. Alors, c'est une abstention qui est énorme, mais en voyant les différentes réactions des différents partis ce dimanche, on a quand même eu l'impression que l'attention restait focalisée sur les suffrages exprimés. On a entendu quand même peu de réactions sur l'abstention, si ce n'est effectivement un regret de l'avoir aussi forte. Deux chiffres, 11,48 et 10,49. Ce sont vos scores, celui de M. Lakila, celui de M. Fabre-Brespi, en pourcentage des inscrits et non pas des exprimés. C'est quand même extrêmement faible, il faut le dire. Ça vous qualifie au second tour, mais cela témoigne d'une abstention qui est énorme. Alors, je vais commencer par M. Fabre-Brespi, qui a légèrement de retard.
Est-ce que la première chose à faire pour restaurer une certaine confiance entre la population et les élus serait de prendre en compte peut-être le vote blanc ou peut-être effectivement l'abstention dans la publication des résultats, ce qui serait peut-être plus compliqué, mais au moins prendre en compte ceux qui désirent ne pas choisir de candidat dans la publication des résultats? Vous avez raison, c'est préoccupant, 54% d'abstention au premier tour dans notre circonscription. C'est beaucoup plus que nous l'avons connu dans le passé et ce n'est pas en tout cas la succession de l'élection présidentielle puis de l'élection législative qui en est la cause, puisque nous sommes la 5e élection qui se déroule selon le calendrier que l'on connaît aujourd'hui. En revanche, il y a une responsabilité des hommes et des femmes politiques et il y a aussi une responsabilité des médias, de tous ceux qui commentent l'actualité. Les hommes et les femmes politiques, d'abord parce qu'ils ont renié ce qu'ils ont dit aux électeurs. Ils ne les ont pas fait. Donc c'est un découragement. C'est celui que j'entends, moi, quand je vais me déplacer. C'est-à-dire, vous êtes tous les mêmes, vous promettez, vous ne faites pas quand vous êtes élus. L'affaire du référendum de 2005, où on est revenu sur un non des Français très net à la Constitution européenne, a été une catastrophe. Et puis, dans les commentaires, on voit bien trop souvent des affirmations des journalistes qui devraient se contenter ou se limiter à la présentation, comme vous le faites vous-même d'ailleurs, des thèses des uns et des autres, sans forcément avoir des opinions. Il suffit de regarder par exemple des interviews sur BFM TV le matin pour se rendre compte que des journalistes engagés ne servent pas la démocratie. Donc il y a beaucoup de propositions, on y viendra si vous le souhaitez, et je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Aux élections municipales, on a toujours, sauf en période de Covid, comme on l'a eu en 2020, que j'ai connu, puisque c'est l'époque où j'ai pas été réélu, notamment à cause de ça, on a eu une forte abstention. Mais sinon, il y a beaucoup de participation. Et à l'élection présidentielle, on garde une participation élevée. Ça a été le cas à cette dernière élection comme les autres. Donc, les Français ont plus conscience du choix que pour les députés. Je les invite à voter parce que c'est effectivement la seule élection qui durera en dehors de l'élection européenne pendant 5 ans, qu'ils ont ainsi la possibilité de choisir ce qui sera mis en œuvre, le futur gouvernement, ce qui sera proposé, et que s'ils ne sont pas d'accord avec le président de la République, alors c'est vers moi qu'ils doivent tourner leur suffrage, puisque je suis le seul opposant dans cette élection à la politique du président Emmanuel Macron. Alors, je me tourne maintenant vers Mohamed Lakila. Qu'est-ce que vous portez comme responsabilité dans cet échec en tant que responsable politique et donc député pendant ces 5 années? Effectivement, l'abstention, comme l'a rappelé M. Favreau-Espy, a encore été plus importante par rapport à la moyenne nationale sur la circonscription. Quelle leçon vous en tirez? C'est un constat qui est partagé et que tout le monde regrette, toutes couleurs politiques confondues. Tout le monde regrette effectivement l'abstention. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est quelle solution apporter surtout? Effectivement. Voilà. Donc nous avons commencé par le faire dès 2017 avec la loi pour la confiance dans la vie politique. Donc il y a eu des mesures qui ont été prises, qui ont été adoptées. Bien évidemment, le Front National s'est toujours opposé à tout ça. On reviendra sur le... Je rappelle que vous aviez proposé la proportionnelle et vous l'avez pas également, attendez. Hein, vous savez pour quelle raison il y a eu suite aux différentes crises, mais on reviendra sur la on pouvait y proportionnelle arriver parce si qu'on on a porté, vous le savez. On va laisser très la parole à bien. M. Lakila pour Et on va le qu'il porter termine, et davantage. vous pourrez répondre juste après. On a vu également que les Français, quand on leur propose des débats, on l'a vu dans le grand débat national, c'était 1,5 million de Français qui ont participé. C'est 500 000 réunions locales qui ont été organisées, c'est plus de 2 millions de contributions. Donc les Français, quand on les sollicite, quand on met des sujets, de vrais sujets sur la table, ils participent, comme la Convention citoyenne, par exemple, pour le climat. Alors, la vraie question, c'est celle-là, faut-il rendre le vote, par exemple, obligatoire? C'est une question, à mon avis, qu'il faut poser. Il y a des pays où c'est fait, comme la Belgique, entre autres. Faut-il travailler ce sujet dès l'école? Et moi, je tiens à ça, quand je vous ai dit tout à l'heure que j'allais dans les collèges, dans les lycées, voire même dans les écoles primaires, je consacre 2 heures à peu près à travailler avec les élèves, avec les collégiens et les lycéens, sur la fabrication, par exemple, de la loi. À quoi ça sert un député? Comment on fabrique la loi? Donc, ça fait partie aussi de l'éducation civique. Peut-être qu'il faudra généraliser d'une façon beaucoup plus importante à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux. École, collège, lycée et au-delà. Parce qu'aujourd'hui, on manque cette instruction civique, peut-être que certains regrettent du temps passé.
Alors effectivement, la question de l'éducation, elle semble importante, puisque au-delà de la problématique de l'offre politique, qui ne convient pas forcément à tout le monde, il semble aussi y avoir un problème du côté des électeurs, certains qui présentent un fort désintérêt pour la chose publique. Alors effectivement, vous parlez de l'importance de l'éducation et de transmettre les questions de citoyenneté dès l'école. Est-ce que c'est un constat, Monsieur Fabre-Brespi, que vous partagez? Et dans ce cas, pourquoi dans aucun de vos deux programmes, on ne retrouve par exemple cette question-là? Vous évoquiez tout à l'heure le besoin d'avoir plus de français et de maths en primaire. Pourquoi est-ce que vous ne proposez pas des cours de sciences politiques, par exemple, au lycée? Aussi. Il n'est jamais interdit à un enseignant dans l'école élémentaire de faire de l'instruction civique. Et certains le font. J'ai été maire donc pendant 13 ans, je le redis, et j'allais systématiquement dans les classes des écoles élémentaires pour répondre aux questions. Ce sont des questions très nombreuses d'ailleurs. Les élèves de cet âge sont très réactifs, ils sont très demandeurs. Mais je crois surtout que ce qu'il faut éviter, Monsieur L'Aquila a parlé du grand débat. Il a oublié de dire ce qui avait précédé les grands débats, c'est-à-dire les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu autant de Français dans la rue que pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. J'ai soutenu tout ce qui concerne la crise, tout ce qui concerne les crises. On a méprisé les Français, on leur a envoyé des policiers qui n'ont jamais été aussi sollicités pour affronter d'autres Français, et surtout, on fait actuellement des promesses. On promet, par exemple, le Conseil national de la réconciliation, ou je ne sais quoi. Mais la refondation, voilà. Et en calquant le Conseil national de la résistance. Mais quel mépris, quelle inculture. S'il y avait besoin d'un Conseil national de résistance... Vous proposez quoi? Ça serait plutôt d'être un Conseil national de résistance contre le président de la République. Mais vous proposez Parce que quoi? je dis simplement, je propose d'abord qu'on utilise les institutions à bon escient. Il y a un Conseil économique et social. Il existe même dans chaque région. Qu'est-ce qu'on fait de ces rapports? Le nombre de rapports du Conseil économique et social qui n'ont été suivis d'aucun effet est considérable. Deuxièmement, il y a la proportionnelle. J'ai toujours été attaché au scrutin majoritaire, mais je constate que ce n'est plus possible de le laisser tel quel, intégralement, pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a un problème d'égalité démographique. Le découpage des circonscriptions, thème que je connais bien, puisque j'ai participé avec Charles Pasqua en 1986, puis avec François Fillon en 2009, à la délimitation des circonscriptions législatives. Il y a des contraintes constitutionnelles d'égalité du suffrage qui conduisent à l'heure actuelle à ce que ça ne soit plus possible de mettre une part de proportionnel tout en gardant le scrutin majoritaire dans les autres départements. Et il y a un problème de représentation. On ne peut pas admettre que 13 millions d'électeurs ne soient pas représentés ensuite à l'Assemblée nationale. Donc c'est une des propositions. L'autre, c'est le référendum d'initiative citoyenne. On a fait un référendum d'initiative populaire, mais en réalité, c'est un référendum d'initiative partagée. Donc il faut des parlementaires, il faut un cinquième des parlementaires, il faut un très grand nombre de signataires. Donc en réalité, il était absolument inutilisable. Nous proposons qu'il y ait un référendum d'initiative citoyenne avec 500 000 citoyens qui signent une demande en ce sens, comme ça existe au niveau local. Ce sont des remèdes qui sont susceptibles d'être mis en œuvre. Le président Emmanuel Macron avait promis la proportionnelle, il ne l'a pas fait. Et naturellement, les électeurs, je les comprends, ils votent et puis ils sont représentés toujours par les mêmes qui en plus n'appliquent pas le programme pour lequel ils ont été élus. Donc il y a une vraie réponse à leur donner. On va donner la parole à Monsieur L'Aquila. Je rappelle ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui serait souhaitable de faire. Peut-être que vous pourriez évoquer la question de la proportionnelle qui je avait été évoquée. Je vous ai rappelé cette loi quand même de la confiance dans la vie politique qui a été votée. Et notamment, ne plus recruter les membres de la famille comme collaborateurs. Bon, qu'est-ce que c'est je vous rappelle tout simplement son ancien patron à mon concurrent. Hein, voilà. C'est pas ça. Combien il y a eu de scandales sous le quinquennat? Combien il y a eu de ministres qui ont dû démissionner? Il y en a 11. Les réserves parlementaires. Ça a été fait. Pour les députés, aujourd'hui, nous avons réformé aussi la retraite des députés, qui est le droit commun. Et Madame Dubos, qu'est-ce qu'elle a été obligée de faire? Ensuite, de démissionner? Nous avons un Parlement aujourd'hui qui est plutôt égalitaire. Dans notre majorité, il y a presque 50% de femmes. On est à 39-40%. Et j'espère qu'on y arrivera, ce qui n'est pas le cas chez nos concurrents. Ensuite,
Bien évidemment qu'il faut réformer. Nous avons commencé à le faire quand on a eu cette fameuse crise des Gilets jaunes attisée par le Rassemblement national et par Marine Le Pen qui a porté le Gilet jaune elle-même. Nous avions commencé à le faire. Et la proportionnelle, je vous rappelle que ma famille politique la porte depuis très longtemps. Je le rappelle, François Bayrou lui-même a donné sa voix pour le parrainage de Marine Le Pen. Il l'a fait. Il l'a pas fait par adhésion, heureusement. Il l'a fait parce qu'effectivement, quelqu'un qui arrive à une présidentielle à 45%, qui ne soit pas représenté par un groupe, c'est une anomalie républicaine. Quand vous voyez, il n'y avait même pas de candidat pour le PC, et on a eu effectivement un groupe PC. C'est pas normal, c'est une anomalie qu'il faut revoir. Alors, moi j'ai entendu le président, ce sera un débat. Le président, il souhaite aller, en tout cas débattre sur la proportionnelle, y compris intégrale. Parce que ma famille politique, en tout cas, c'est un sujet, ça sera un sujet de débat. Aller peut-être sur une réforme également du quinquennat, passer peut-être à un septennat et revenir à ce qui existait auparavant avec une élection intermédiaire. Le président en a parlé, c'est un sujet qui sera débattu à l'Assemblée nationale et j'espère qu'on ira dans le bon sens, en tout cas pour la proportionnelle, au moins une dose de proportionnelle pour que tous les courants de pensée soient représentés. On y est favorable. Je vous dis, le président, il a même parlé de la proportionnelle intégrale. Alors, juste, si vous avez encore un petit peu de retard, je voudrais revenir sur la question du référendum d'initiative citoyenne qui a été soulevé par M. Fabre-Brespi. Le Rassemblement national propose cette mesure. Beaucoup de partis l'ont proposé, sauf finalement, parmi les partis les plus importants à l'élection présidentielle, le parti présidentiel d'Emmanuel Macron. Êtes-vous donc opposé à cette mesure et si oui, pourquoi? Attendez, on ne peut pas solliciter les Français tous les jours. D'ailleurs, quand vous regardez leur programme, ils souhaitent solliciter les Français, mais y compris sur de grands sujets comme l'immigration. Voilà un sujet qui est anticonstitutionnel d'ailleurs. Pas du tout. Et ils regardent pas. Et puis ils disent finalement, moi j'ai lu les écrits de Madame Marine Le Pen, elle dit si on n'est pas d'accord, finalement je m'opposerai à. Donc regardons réellement ce qu'ils proposent. À partir de là, la consultation citoyenne, oui. Sur tous les sujets d'éducation, de santé, il faudra discuter bien évidemment avec les parties prenantes, ne pas négliger non plus les scientifiques. Alors eux, ils disent les technocrates, même si on en a un en face. Enfin, je ne suis pas du tout un technocrate. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? S'appuyer réellement sur du savoir, on l'a vu pendant la crise sanitaire. Un coup, on est anti-vax, un coup, oui, c'est pas mal. Non. Il va falloir bien évidemment de la concertation, du débat public sur des sujets principaux, mais à un moment donné, il faudra aussi que le politique tranche. Alors, Monsieur Fabre-Brespi, il y a eu quelques attaques de la part de Monsieur Laqhila, si vous voulez répondre, mais ce qui nous intéresserait plutôt, c'est la question effectivement de la consultation. On a vu que sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a eu beaucoup de consultations, le grand débat national, la Convention citoyenne pour le climat. Il semblerait que Marine Le Pen privilégie plutôt le format du référendum des élections. Oui. Alors pourquoi et que pensez-vous de ces formes de consultation citoyenne menées par la majorité présidentielle? Je vous l'ai dit, je suis gaulliste. Le référendum est inscrit de Gaulle, il doit se retourner dans sa tombe, monsieur Aubry. Monsieur Laqhila, vous avez eu la parole il y a certain temps. J'ai pas de leçon de gaullisme à recevoir par personne. Moi, je suis gaulliste, tout simplement. Gaulliste depuis l'âge de 9 ans. Les vrais gaullistes, ils savent de quoi je parle. Est-ce qu'on peut revenir sur la question du référendum? Ils n'auraient jamais dû accepter la monnaie unique. Vous savez, vous êtes passé du RPR au RN, de même peut-être Zemmour. Je ne suis pas au RN. On refait pas les historiques politiques de chacun, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur Laqhila. De même, vous n'êtes pas très loin des Zemmour. Vous perdez du temps de parole. Le mensonge et l'invective. S'il vous plaît, monsieur Laqhila. Monsieur Laqhila, vous êtes un peu plus turbulent que la dernière fois. Si je peux me permettre, on va essayer de revenir sur la question du référendum et des consultations citoyennes. Alors pourquoi plutôt le référendum directement? Comme l'est le président de la République. Vous interrompez tous les deux, donc il n'y a pas de bon point. Je dis simplement ceci, il faut bien comprendre, il faut bien lire quand on lit des documents. Le référendum d'équilibre des pouvoirs, s'il vous plaît, monsieur Laqhila, laissez-le terminer, vous aurez la parole. Il a déjà été fait sous la forme du référendum d'initiative populaire, sauf qu'il ne donne pas du tout satisfaction parce qu'en réalité, il ne permet pas. Par exemple, il aurait permis à l'époque de faire un référendum sur la réforme de la Poste, il aurait permis de faire un référendum sur tout ce qui a motivé les Gilets jaunes.
ce n'est pas parce qu'un référendum d'initiative citoyenne aboutit à ce qu'il y ait effectivement une consultation du peuple français que les pouvoirs politiques, le président de la République, le gouvernement, doivent le soutenir. Ce qu'on veut, nous, c'est que les Français puissent débattre. On ne veut pas leur imposer un oui ou non. On veut leur permettre de débattre des sujets qui les concernent. Et encore une fois, la structure qui a été proposée in extremis, parce que le président de la République passe son temps, et on l'a vu encore hier, à faire de l'électoralisme, à avoir peur du résultat du scrutin, donc à ajouter des réformettes au fur et à mesure à son programme. Ce n'est pas le Conseil national donc de la refondation qui sera avec une sélection de citoyens qui va faire avancer les choses. Ça, les Français n'en veulent plus. Ils ne veulent pas une représentation supplémentaire, ils veulent pouvoir s'exprimer directement sur les sujets qui les concernent. J'ajoute que les référendums, quand il y en a eu sous la Ve République, ils ont toujours eu beaucoup de participation. La parole est à M. L'Aquila maintenant, vous avez un peu de retard. On parle des consultations citoyennes, on parle de référendum, mais revenons à notre thème de départ qui est quand même l'abstention. Est-ce que vraiment ces mesures qui sont mises en place permettent d'attirer ceux qui présentent un désintérêt pour la politique et pour la chose publique? Parmi les 52% d'abstentionnistes à l'échelle nationale, il y a des gens qui ne veulent pas faire de choix, mais il y a aussi des gens qui sont désintéressés, qui ne connaissent pas forcément les enjeux d'un scrutin. Est-ce que ces mesures-là sont suffisantes? Qu'est-ce que vous proposez au-delà de ça? Je vous ai dit, on avait commencé à travailler sur le sujet quand on a été stoppé par les amis de Marine Le Pen. Mais quels amis? Bah oui, mais les gilets jaunes, vous les avez attisés. C'est absurde ce que vous dites. Ensuite, excusez-moi. Hein, non, mais dites la vérité. Alors, dites la vérité. Vous aviez une majorité. Est-ce que je peux parler? Vous aviez une majorité. Je ne vous laisse pas parler sur le Est-ce que je peux parler? Puisque vous ne l'avez pas fait tout à l'heure. 350 Monsieur le journaliste. 350 députés de la majorité. C'est moi qui choisis. Effectivement, la parole était à Monsieur L'Aquila. Il va pouvoir terminer. Sur le référendum Monsieur Fabre-Bospi, vous répondrez citoyenne. après. Effectivement, vous associez le Rassemblement national aux Gilets jaunes. Vous répondrez. Mais d'abord, la parole est à Monsieur L'Aquila. Un tout petit groupe d'individus ou un groupe de pression aujourd'hui de contourner en tout cas la représentation nationale, c'est non. C'est ce que envisage en tout cas Marine Le Pen dans cette affaire. Et elle veut surtout avec ça un déséquilibre du pouvoir. Il faut donner du pouvoir à l'Assemblée nationale et je vous ai dit sur la proportionnelle, on est favorable. Il faut aller au-delà sur la façon simplement de voter. Aujourd'hui, se déplacer un dimanche quand on a 99 ans, je dis bien 99 ans parce que j'ai vu un papy de 99 ans se déplacer, il a fallu aller le chercher et aller se déplacer et voter. Il y a aussi d'autres moyens aujourd'hui pour voter. Il y a le vote par correspondance, comme pour les représentants des Français à l'étranger. Le vote avec le numérique. Aujourd'hui, un jeune ne comprend pas qu'on puisse encore se déplacer pour voter. Donc, il y a aussi de la résistance de ce côté-là. En tout cas, en ce qui me concerne, je pousse pour qu'on facilite les choses. Vous savez, organiser simplement des bureaux de vote avec les assesseurs. Parfois, dans des salles où il fait très chaud. Donc aujourd'hui, on a des moyens de favoriser, en tout cas de simplifier la vie des gens quand ils doivent s'exprimer d'une façon volontaire et d'une façon complètement libre et leur faciliter le choix de leur candidat demain. Donc il y a des outils, il y a des moyens et je pense qu'avec une vraie réforme, et elle sera proposée aux Français très vite s'ils nous font confiance dès dimanche prochain, une réforme de nos institutions est primordiale. Alors, une question rapide pour chacun d'entre vous. Vous êtes à quasiment égalité de temps de parole, c'est parfait. Juste une question avant de basculer vers la conclusion. Une première question pour vous, Monsieur L'Aquila. Est-ce que ces mesures dont vous parlez depuis tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas un petit peu problématique que Emmanuel Macron propose ces mesures maintenant, sachant qu'il a été au pouvoir depuis 5 ans? C'est une critique qui est quand même revenue beaucoup de la part de Regardez ce qui a été fait les 2 premières années avant les crises. Mais les réformes institutionnelles n'ont pas suivi. Tout son programme a été validé et a été voté à peu près à 90%. Il y a deux projets qui n'ont pas abouti. La réforme des retraites, et on y viendra très vite. Très vite. Très vite. Ben oui, on aura encore effectivement tous ceux qui votent contre dans la rue. Mais c'est une réforme fondamentale qu'il faudra effectivement faire et très vite. Et sur la question et ça a été annoncé, on a même un calendrier. La réforme des retraites, c'est une mesure qui est très importante. Fin 2022, c'est fait. La réforme des institutions, elle est inscrite au programme. Et Emmanuel Macron, il est crédible quand il le dit. Pourquoi? Parce que les Français lui ont fait confiance, ils ont validé son bilan, et ils lui ont fait confiance à nouveau, puisqu'il est réélu, il a été élu. Aujourd'hui, il est président de la République.
Très bien. Monsieur Fabre-Brespine, une dernière question pour vous sur ce thème, sur la question du référendum. Le référendum permet de faire valider une loi par le peuple directement, mais est-ce que la problématique n'est pas d'enjamber l'Assemblée nationale et donc de refuser le pouvoir parlementaire? Pas de tout. Je rappelle que dans notre texte fondamental, la Constitution du 4 octobre 1958, il est écrit « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par la voix de ses représentants et du référendum ». Donc, il y a deux piliers dans la souveraineté, dans la façon pour le peuple français de s'exprimer. C'est, d'une part, les élections comme celles que l'on vit actuellement, l'élection législative, d'autre part, le référendum. Et quoi de plus beau, quoi de plus démocratique que le dialogue direct avec le peuple, que de permettre à chacun de s'exprimer et de trancher une question qui le mérite. C'est pour ça que nous insistons sur l'immigration, vous beaucoup voulez le trancher sur... comment Nous les avons proposés sur toutes les questions des projets de loi référendaires. J'ai été moi-même le rédacteur du projet de loi sur les réformes institutionnelles qui serait soumis au référendum. Et cette promesse pourrait évidemment être mise en œuvre par le président de la République s'il le souhaitait, puisque ça dépend de lui. N'ayons pas peur que le peuple s'exprime. C'est ça l'enjeu aussi des élections législatives. Nous n'avons pas peur du dialogue avec le peuple, nous n'avons pas peur qu'il puisse s'exprimer par la voie du référendum. Je vous remercie, Monsieur Fabre-Brespine, vous êtes à peu près à égalité de temps de parole. Cette seconde partie va donc se clore. Elle nous a permis de bien comprendre chacune de vos positions, avec plutôt une préférence pour le référendum de votre côté par le vote. Et la proportionnelle, puis, bien entendu. La proportionnelle, effectivement, Oui. que vous partagez tous les deux, et puis de votre côté, plutôt, effectivement, des consultations citoyennes. Donc ce sont deux visions intéressantes, en tout cas, que nous avons pu bien explorer. On va pouvoir maintenant conclure ce débat. Donc comme nous l'avions dit, vous allez avoir 3 minutes chacun pour vous exprimer, 3 minutes de carte blanche. Donc je vous demanderai d'essayer de respecter ce temps de parole de 3 minutes afin que je n'ai pas à vous couper en fin d'intervention. Et donc vous êtes complètement libre d'évoquer le sujet de votre choix. C'est Monsieur L'Aquila, qui a commencé le débat, si je ne m'abuse. Et c'est donc Monsieur Fabre-Brespine qui va conclure. Je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Donc Monsieur L'Aquila, vous avez la parole en premier pour votre carte blanche. Bien, moi, je m'adresse bien évidemment aux électeurs de cette circonscription pour leur dire je suis le député sortant, mais le député qui défend un projet pour l'Europe, un projet pour les valeurs de la République, un projet pour le plein emploi, un projet pour l'écologie et un projet pour la jeunesse. Le Rassemblement national, c'est un projet de rejet. C'est un projet de repli et d'affaiblissement de la France. À l'international, incapable de répondre aux grands enjeux de notre temps. Le RN n'agit qu'en palliatif. Ils n'ont ni vision pour la France, ni projet pour l'avenir de notre pays. Et l'extrême droite au pouvoir, c'est l'incompétence, comme ils l'ont montré lors de la crise Covid, avec leur discours anti-vaccin, la sortie de l'Union européenne et l'alliance avec la Russie. La division du pays et la stigmatisation des étrangers. Le retour du chômage à la fin de la crédibilité économique de la France est un projet non financé que les Français devront payer à la fin. Alors, comme l'a montré le dernier quinquennat, le seul projet du Rassemblement national à l'Assemblée, c'est de voter contre. Contre les mesures destinées à protéger et accompagner les Français, contre les mesures pour sauver l'hôpital ou renforcer notre sécurité. C'est pourquoi, face à cette menace, il faut donner une majorité claire au président de la République pour pouvoir porter notre projet et continuer à changer concrètement la vie des Français. Les extrêmes ont pour seul objectif de s'opposer, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, au projet d'ambition et de progrès de notre président de la République qu'il a présenté, qui a été validé par les Français, pour lequel ils l'ont réélu président de la République. Je vous remercie, Monsieur Mohamed L'Aquila. Vous aviez un petit peu plus de temps de parole, vous avez fait moins de 3 minutes. La parole sera à Monsieur Fabre-Brespine pour conclure du coup ce débat sur le thème de votre choix aussi. Je conclus très volontiers, je n'ai pas besoin de papier, parce que je vais parler avec mon cœur. Le choix, il est d'un député pour la circonscription. Le choix, il n'est pas entre Mohamed L'Aquila et le Rassemblement national. Le choix des électeurs, il est entre Mohamed L'Aquila et Hervé Fabre-Brespine.
Du côté de Mohamed Lakila, on a quelqu'un qui a été en place pendant 5 ans, qui n'a pas été présent dans la circonscription, dont la plupart des personnes électeurs dans cette circonscription me disent qu'ils ne le connaissent pas, qui s'est présenté aux élections municipales à Aix avec un score de 1,7%. C'est quand même révélateur pour un député en place. Et donc, le choix, c'est celui d'un autre candidat, celui que je suis, Hervé Fabre-Brespi. J'ai été maire de Cabriès donc pendant 13 ans. J'ai été député au Parlement européen, très assidu. Je suis capable de faire une proposition de loi, parce que ce que n'a pas dit M. Lakila, c'est qu'un député, il peut proposer des lois, que le groupe auquel j'appartiendrai si je suis élu aura ce qu'on appelle des niches parlementaires, c'est-à-dire la possibilité de proposer un texte législatif qui deviendra loi s'il est accepté. Et je ne suis pas du tout dans l'anathème, dans la caricature. Qualifié d'extrême droite, les 13 millions de Français qui se sont prononcés pour Marine Le Pen au second tour, c'est la preuve d'un mépris à l'égard de tous ceux qui ne pensent pas comme vous. Je l'ai déjà connu à l'époque au Parlement européen, où on disait « vous n'êtes pas pour cette Europe-là, donc vous êtes contre l'Europe ». Et c'est avec cette caricature que l'on a dégoûté les Français de la politique. Moi, je serai un député patriote. Je suis attaché à la France, au camp national. Je serai un député très présent sur le terrain, rendant compte régulièrement. Et donc, j'invite tous les électeurs qui n'ont pas voté pour Mohamed Lakila à se reporter sur ma candidature, puisqu'ils n'ont pas voulu du représentant d'Emmanuel Macron dimanche dernier. Merci, Monsieur Fabre-Brespi. Vous avez légèrement dépassé le temps de Monsieur Lakila, un peu plus de 30 secondes d'écart. Est-ce que ça vous pose un problème, Monsieur Lakila? Est-ce que Ça ne me on pose peut faire une entorse à... aucun problème. J'avais du retard, je crois. Vous aviez déjà un peu d'avance en fait avant, du coup vous avez gardé votre avance. Si vous voulez conclure en 30 secondes, on peut faire une entorse à notre départ. Non, ça vous va? Alors très bien, on peut donc conclure comme cela. Eh bien écoutez, je vous remercie à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour débattre de questions importantes. J'espère qu'elles auront éclairé nos téléspectateurs qui choisiront entre vous ou qui, dans tous les cas, on l'espère, auront envie d'aller voter. C'est déjà le plus important. Nous vous remercions donc d'avoir suivi ce débat. Malheureusement, il s'agira du seul débat sur notre chaîne, puisque demain, nous recevrons la candidate de la 14e circonscription, Hélène Lecacheux, pour un entretien individuel, puisque nous n'avons pas pu obtenir la présence de Madame Anne-Laurence Pétel sur ce plateau, ce que nous regrettons. Mais en tout cas, je vous remercie à vous d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup à tous et bonne journée.